Il ne fallait pas se brouiller avec des valets que le roi croyait et aimait mieux que personne, sans exception d'aucun, si ce n'était de ces bâtards, et qui, par la fréquence des heures rompues qu'il passait seul avec le roi tous les jours, pouvaient quelquefois servir, mais incomparablement plus nuire, et qui ont bien rompu des fortunes. Louis XIV a vécu toute sa vie en public, afin de respecter la tradition de la monarchie française qui voulait que son souverain fût accessible. Dans cet emploi du temps très chargé où il vit pour et à travers son public, le monarque dispose cependant de quelques heures d'intimité qui rompent cet agenda exigeant. Elles prennent pour cela naturellement le nom d'heures rompues dans le vocabulaire de l'époque. Ces quelques moments permettent à Louis XIV de vivre un peu plus simplement dans ses intérieurs et de s'adonner à plus de liberté. Il consacre généralement ses instants à ses maîtresses, du temps où il en a, à ses bâtards ou encore à ses valets. Après son dîner, qui correspond à notre déjeuner, Louis XIV dispose généralement d'1 heure avant de se rendre à la chasse ou à la promenade. Ce temps, il peut le consacrer à ses maîtresses. En digne héritier de son aïeul Henri IV, que l'on surnommait le Vert galant, et pour ne pas déroger à la tradition monarchique, le roi a eu un nombre impressionnant de maîtresses. Qu'elles soient de simples passades, comme celle dont l'ambassadeur de Savoie écrivait qu'ils s'en servaient comme des chevaux de poste que l'on ne monte qu'une fois et que l'on ne voit jamais plus, ou des favorites déclarées. Le roi n'a jamais pu, au cours de son long règne, se passer de maîtresse. Est-il besoin de vous rappeler que de 1660 à 1683, le roi est un homme marié? Cette attitude frivole chez la toute première personne du royaume de France, fille aînée de l'Église, pourrait surprendre de nos jours. Dans la France d'Ancien Régime, elle se comprend pourtant aisément. En acceptant d'épouser sa cousine germaine, l'infante d'Espagne Marie-Thérèse d'Autriche, Louis XIV met fin à la longue guerre qui opposait leurs deux royaumes. Pour la raison d'État, il a dû cependant mettre de côté ses goûts personnels. Les sujets du roi ont conscience de ce sacrifice. Ils acceptent donc de fermer les yeux sur les aventures extra-conjugales de leur monarque. L'Église fait de même, mais de moins bonne grâce. Pour le souverain, la maîtresse est en fait vue comme une compensation. Le pamphlet, le passe-temps royal ou les amours de Mademoiselle de Fontanges le montrent ainsi parfaitement. Si l'emploi des armes est glorieux, il faut avouer que les périls en sont grands, et qu'il est pardonnable à un héros de chercher son repos dans les plaisirs, après avoir exposé sa vie dans les dangers. Ne soyons donc point surpris de voir en Alexandre faire un même sacrifice à Mars et à l'amour. Et ne blâmons point un Hercule de ce que, se partageant également entre ces deux divinités, il n'a point trouvé de plus doux délassement de ses travaux qu'entre les bras du beau sexe. Si cette passion amoureuse a été le caractère de ces demi-dieux, elle le doit être de ceux que la nature a formés sur leur modèle. Et, comme il n'y en a point qui nous en représente une copie plus parfaite que notre monarque, nous ne devons pas nous étonner de voir qu'il a leur pendant et leur inclination. Au vu de la longue liste des favorites déclarées, Louis XIV a parfaitement suivi ses conseils. Après les sœurs Mancini, ici Olympe, nièce du cardinal Mazarin qu'il fréquente avant son mariage, on peut ainsi mentionner Henriette d'Angleterre, duchesse d'Orléans et belle-sœur du roi, dont la liaison n'est cependant pas totalement avérée, mais aussi Louise de la Vallière, la marquise de Montespan, la princesse de Soubise, madame de Ludre, mademoiselle de Fontanges, ou encore la marquise de Maintenon, qui deviendra ensuite sa deuxième épouse. À cette liste de principales favorites, enfin, vous pouvez ajouter plusieurs mouches, comme les surnomme la marquise de Sévigné. S'il peut voir ses maîtresses après son coucher, heure rompue par excellence, le roi termine toujours sa nuit chez la reine, où son premier valet de chambre vient le chercher au matin, pour le lever public qui se déroule dans sa chambre officielle. Louis XIV aime aussi beaucoup se rendre chez ses maîtresses en début d'après-midi,
comme le soulignent tous les mémorialistes et les chroniqueurs de l'époque. Ces rencontres, nocturnes ou non, donnent parfois lieu à des situations cocasses, comme celle où Bontemps, le plus célèbre des premiers valets de chambre du roi, se trouve fort empêché de conduire une maîtresse dans l'un des cabinets secrets de Louis XIV. Le fidèle serviteur essaie bien d'ouvrir la porte, mais le pêne ne cède pas. La clé qui aurait dû se trouver sur la porte n'y est pas. Enveloppée sous une cape, la princesse de Monaco est là, 2 heures après minuit, sur le palier d'un arrière-cabinet du roi, avec un premier valet de chambre bien agacé de ne pouvoir rejoindre son maître pourtant si proche. Selon Saint-Simon, c'est le comte de Lauzun, et conduit par la princesse sa cousine, qui a été informé de ce rendez-vous secret et a voulu leur jouer un mauvais tour en subtilisant la clé. Il faut donc se dire au revoir à travers la porte. Ces rencontres sont parfois publiques et officielles. Louis XIV entend marquer clairement les faveurs qu'il donne à ses favorites ou ex-favorites. Ainsi, même après sa disgrâce, le souverain continue d'aller voir Madame de Montespan dans son appartement et à l'entretenir galamment. N'est-elle pas celle qui lui a donné 8 enfants, dont 6 ont été légitimés et titrés ?